Bonjour, bonjour et bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole. Et j'ai en ma compagnie aujourd'hui Céline Bouchard de Nouvelle Acropole, philosophe de Nouvelle Acropole, et notre invité spécial, Denis Lavallou, qui est directeur général artistique au Théâtre Complice. Et donc, je vais commencer avec vous. En fait, qu'est-ce qui vous a amené à la création théâtrale? À la création théâtrale. Bonjour, donc Denis Lavallou, je suis comédien à la base de formation. Et puis progressivement, j'ai commencé à faire de la mise en scène dans les années 2000 et j'ai continué en écrivant le plus possible les projets théâtraux que je produis au Théâtre Complice. Ce n'est pas une exclusivité évidemment, mais de plus en plus j'ai été tenté par l'écriture, de sorte que à partir de 2005, disons, j'ai fait beaucoup d'adaptations théâtrales et donc de spectacles que j'ai signés à la fois comme metteur en scène et puis comme auteur. Qu'est-ce qui m'a amené au théâtre ? C'est une longue et vaste question. Je ne sais pas exactement. En fait, j'ai toujours l'impression que c'est plutôt le théâtre qui m'a choisi que moi qui ai choisi le théâtre. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans cette destinée étrange que j'ai eue. Bon, je partirai d'une toute petite anecdote rapide. Il se trouve que à l'époque où j'étais en France, j'ai dû faire mes 3 jours de service militaire et il n'était pas question que je perde un an dans l'armée. J'étais farouchement contre, évidemment. Et j'ai réalisé à ce moment-là, quand il a fallu donc que je fasse mes 3 jours de sélection, si l'on peut dire, euh, disons que j'ai compris ce qu'était le théâtre. C'est-à-dire que c'est quelque chose de faux vrai ou de vrai faux. On est donc dans un certain état et on revendique quelque chose. Et il a fallu que je le fasse 2 fois, en fait, mon histoire, disons, pour pouvoir être enfin réformé. Et c'est là où je me suis dit, mais comment je vais faire une 2e fois ? J'ai demandé à voir un psychologue d'abord, et puis le psychologue m'a dit, OK, on va aller voir un psychiatre. Bon, d'accord. Et c'est pour ça que j'ai recommencé 2 fois la même chose, la même crise, si on peut dire. Et je me suis dit, ah, c'est ça le théâtre, en fait, il faut vraiment s'y croire. Il y a une grande part de vrai là-dedans, mais quand même, on joue à quelque chose. Et c'est là que ça a démarré. Je me suis inscrit au cours de théâtre en sortant de ces 3 jours de service militaire. Wow, ok. C'est intéressant, merci. Et ben pour Céline, tu es philosophe de Nouvelle Acropole, mais aussi tu as étudié en littérature et ou en création littéraire. Et aussi, tu as mené plusieurs activités en art, en poésie, en théâtre, comme ici à Nouvelle Acropole, en écriture. Donc, parle-nous un peu de ton expérience et ton parcours. Oui, alors moi, je suis arrivée à la philosophie parce que c'est vraiment ça qui guide ma vie. Je suis arrivée à la philosophie par l'art. Mhm. En fait, j'ai fait des études sur l'art et le sacré, plus particulièrement rattachées à la poésie. Donc, à l'écriture, je suis une passionnée de poésie. Et c'est par la lecture des grands textes poétiques. Euh, du monde, finalement, que je Mhm. suis, que j'ai rencontré Nouvelle Acropole. Mhm. Et donc, il y a plus de 25 ans de ça. Mhm. Et donc, j'ai poursuivi mes études avec l'opportunité qu'offre cette école de philosophie à la manière classique d'explorer, d'aller en profondeur dans la rencontre des cultures, des Mhm. civilisations, mais aussi comme dans une perspective de vie, dans une perspective vivante. Alors, c'est pour ça que je continue à développer des projets philosophiques et poétiques qui Et touchent aussi un d'art. peu au théâtre. Alors, oui, et qui permet de continuer d'approfondir, en fait, le Mhm. sens de la vie et de l'être humain, de Mhm. qui je suis. Donc, c'est une aventure en, qui est ouverte et qui ne cesse de nous appeler, je dirais, quand on commence à marcher sur ce Mhm. sentier-là. Mhm. De découverte. Et qu'est-ce qui nous a amenés tous à être ensemble aujourd'hui pour cette activité? C'est
une pièce de théâtre, en fait, écrite, réalisée et jouée par Denis et son partenaire, en fait, qui ont fait une pièce de théâtre sur Giordano Bruno. Donc, c'est Giordano Bruno, nous, qui est comme philosophe, qui a attiré notre attention. Et parce que, bon, on va en discuter un petit peu, là, pourquoi qui est si intéressant comme philosophe. Et aussi, qu'est-ce qui... je vous retourne la question. Qu'est-ce qui, Denis, vous a amené... pourquoi une pièce sur Giordano Bruno, votre cheminement pour en arriver à le découvrir et finalement faire une création Oui. pour lui, en fait. C'est à la fois un hasard et probablement une nécessité. Le hasard, c'est que je suis tombé donc sur un roman qui a été écrit dans les années 2000, un roman, donc une biographie romancée de Giordano Bruno, qui est signé Serge Filippini, auteur français d'origine italienne. En fait, c'est vraiment le titre qui m'a intrigué. J'étais dans une librairie de Montréal, le Port de Tête pour ne pas la citer, que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai été vraiment happé par ce titre, L'homme incendié. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, de quoi ça parle. Je ne connaissais pas plus Giordano Bruno que beaucoup d'entre nous finalement au départ. Évidemment, j'avais entendu parler du philosophe, j'avais vaguement aussi entendu parler de sa fin. J'étais déjà allé à Rome, mais j'avais probablement pas, la première fois où j'y suis allé, véritablement remarqué cette immense statue du Campo dei Fiori, où il a été exécuté et où donc on a érigé une statue dans les années 1850. Voilà, donc je tire ce livre dans les rayons du Port de Tête, je lis le dos de couverture et je me dis non, ça c'est pas possible, il faut que je m'y intéresse, il faut que je lise. Le livre m'a passionné évidemment, donc très vite, en général, c'est souvent comme ça. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup d'adaptations de livres, romans, récits, travaux divers. Et je m'intéresse effectivement, moi aussi, à la philosophie. Avant Giordano Bruno, il y a eu Henry David Thoreau. J'ai fait un spectacle sur Thoreau en 2017. Et vraiment, moi, ce que j'aime chez ces philosophes-là, c'est les philosophes de la vie. C'est vraiment comment aborder la sagesse dans la vie dans la sagesse, le travail perpétuel d'essayer de s'y adapter et d'en tirer quelque chose. Ça m'intéresse. Donc, j'ai lu le livre. Tout de suite, j'ai contacté l'auteur, puisque pour pouvoir adapter un roman, il faut avoir les droits d'auteur, surtout quand il s'agit d'un auteur existant, qui m'a semblé assez intéressé par la chose. Il avait essayé lui-même de développer un scénario qui n'avait pas abouti, donc dans les années 2000. Et puis, j'ai eu l'immense chance d'obtenir de la part du Conseil des arts et des lettres du Québec le studio du Québec à Rome pendant 6 mois. Donc vraiment pendant ces 6 mois, je me suis plongé absolument dans Giordano Bruno. J'ai aussi fait un petit peu le tour de certaines villes où il avait été, notamment à Milan, notamment à Venise, notamment à Naples, puisqu'il est d'origine napolitaine. Il est né à côté de Naples, dans une ville qui s'appelle Nola. Et donc là, j'ai eu véritablement le temps de plonger dans l'œuvre et dans le travail autour de cette œuvre monumentale, il faut bien le dire, de Giordano Bruno. Et progressivement, je me suis dit, bon, le roman, c'est une chose, mais il faut que j'écrive mon Giordano Bruno. Donc, j'ai rappelé Serge Filippini, qui était venu à Rome pour en parler avec moi. Et puis, je lui ai dit, désolé Serge, mais je n'adapterai pas ton roman. En fait, je l'ai adapté, mais c'est resté dans les tiroirs. Je vais écrire une pièce sur Giordano Bruno. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais, intéressant. Et qu'est-ce qui vous a inspiré particulièrement sur Alors, c'est sûr qu'il est compliqué à lire. C'est une des raisons pour lesquelles on le connaît mal, on le connaît peu. J'ai commencé donc à lire tout ce qui était traduit en français aux éditions Les Belles Lettres et d'autres d'ailleurs, parce que il a été publié dans diverses maisons d'édition. Et puis j'ai lu une énorme biographie de lui qui m'a semblé vraiment fort intéressante, et qui était une biographie assez approfondie, non seulement sur l'homme, mais aussi sur l'œuvre, parce que finalement on connaît assez peu de choses de la vie, entre guillemets, intime de Giordano Bruno. Il faut vraiment puiser dans l'œuvre des éléments qui semblent être autobiographiques, si l'on peut dire.
Par exemple, il y a un portrait de lui dans Le Chandelier où il se décrit comme un homme extrêmement sombre, extrêmement, désagréable, on pourrait presque dire, colérique. Enfin bon, c'est son valet en fait qui le décrit et qui dit vraiment c'est un homme épouvantable. Je vous conseille surtout pas d'être à son service. En plus, il a très peu d'argent, donc c'est pas très intéressant. Mais voilà, c'est lui-même qui se parodie d'une certaine manière et c'est comme ça qu'on le devine un petit peu. Et pour Céline, pourquoi parce que moi-même, depuis que je suis la formation philosophique ici à Nouvelle-Acropole, je connaissais pas du tout Giordano Bruno avant. On l'a découvert, je l'ai découvert à l'école ici parce qu'on célèbre, entre autres, le 17 février, où on a un événement pour, souligner, en fait, son histoire en même temps, non sa vie, qui est un personnage que j'ai découvert et que j'ai essayé de lire, qui est en effet pas simple à lire à première lecture, évidemment. Donc, mais pourquoi, en quelques mots, d'où ça vient qu'on l'a comme un peu redécouvert, ou plutôt le fondateur, je sais que le fondateur de Nouvelle Acropole l'a beaucoup fait pour qu'on le garde en mémoire. Oui, tout à fait. C'est ça. Georges Angel Livraga, le fondateur de Nouvelle Acropole, a écrit un roman sur l'époque de Giordano Bruno. Et il a mis aussi en scène Giordano Bruno. Giordano Bruno et ses disciples qui suivaient ses enseignements. Et donc ce livre qui s'appelle L'Alchimiste, qui n'est pas l'alchimiste de Paulo Coelho, comme on le disait un peu avant d'entrer en ondes, justement. Donc, le fondateur de Nouvelle Acropole a toujours eu ce souhait de faire connaître l'œuvre de Giordano Bruno. Bien sûr, alors Giordano Bruno, oui, difficile à décrire, mais en même temps, libre penseur. Pour une école de philosophie à la manière classique comme Nouvelle Acropole, c'est fondamental que cette liberté de penser et cet homme qui exprime peut-être de la façon la plus flamboyante, je dirais, parce que c'est un personnage flamboyant, Giordano Bruno, mais la dignité humaine, l'importance de pouvoir exprimer ce que l'on pense, de reprendre donc toute cette lignée des grands philosophes, l'importance d'être soi-même, l'importance de penser par soi-même et d'être toujours dans cette recherche, dans cette quête de la sagesse, dans cette quête de la vérité. Et Giordano Bruno en est un exemple incroyable. C'est un précurseur des perspectives scientifiques, par exemple, que l'on rencontre aujourd'hui. On dit précurseur du 3e millénaire, de la physique quantique, de la théorie des mondes infinis. Il y a encore beaucoup de choses qui sont contenues dans l'œuvre de Giordano Bruno, dont on n'a pas encore fait le tour. Il est encore là devant nous comme une étoile flamboyante, encore une fois. Moi, je pense toujours, quand je pense à Giordano Bruno, j'ai toujours ce titre de son livre Fureur héroïque. Et oui, il y a cette fureur lumineuse chez lui. Personnage probablement pas facile, comme vous le disiez, Denis Lavalou, mais en même temps, difficile à être à ses côtés peut-être, mais en même temps tellement inspirant encore pour nous et ceux qui viennent après nous, je pense. C'est certain que moi, ce qui m'a vraiment fasciné, interpellé vraiment dans son œuvre, c'est la modernité de sa vision de l'univers, véritablement. C'est-à-dire que, alors qu'on est dans une époque où on croit encore en un univers complètement fermé, un univers fixe, un univers défini et définitivement acquis pour l'homme, par l'homme et seulement exclusivement
à la disposition, on pourrait dire, de l'homme, lui, il fait éclater ses limites et puis il affirme, selon moi avec raison, qu'en réalité, l'univers n'a pas été créé pour l'homme. L'univers est infini, il est en perpétuelle création et recréation et pour lui, Dieu, c'est ça, cette espèce de moteur universel qui ne cesse de générer des choses, à la fois, comme disait Lavoisier, rien ne se perd et rien ne se crée, de sorte qu'il était aussi atomiste, qui en son temps est une véritable hérésie, sauf qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a déjà eu des philosophes grecs qui avaient, entre guillemets, deviné l'atome. Donc, comme vous disiez, effectivement, c'est un précurseur scientifique aussi. Il était philosophe, il n'était pas scientifique. Donc, contrairement à Copernic, qui est 60 ans avant, ou Galilée 30 ans après, il n'a pas pu prouver finalement ce qu'il avait intuitionné, avancé comme idée, sauf que les successeurs l'ont fait finalement. Effectivement, Galilée a, oui, prouvé et surprouvé l'idée de l'héliocentrisme qui était présentée déjà par Copernic. Et Giordano Bruno, par exemple, est allé beaucoup plus loin que Copernic, qui croyait néanmoins en un système clos. Et tout en reconnaissant l'apport du Polonais, il s'est dit non, il faut aller absolument plus loin. Le système n'est pas clos, c'est pas possible. Regardez les étoiles. Et sachez que, à l'évidence, on en voit très très peu, qu'il y a énormément qui se sont cachés et qu'on découvrira probablement jamais, parce que voilà, on est poussière d'étoiles parmi une infinité de poussières d'étoiles. C'est toutes ces thématiques. Et puis l'autre côté que j'aime et puis que j'aime défendre et qui, je crois, est vraiment la base de la spiritualité du XXIe siècle, c'est cette vision holistique du monde. C'est le fait que, d'une part, tout est interrelié, qu'on ne peut pas isoler une science par rapport à une autre parce qu'on ne comprendra pas les deux, alors que tout est absolument interrelié. Et je veux dire, le monde d'aujourd'hui nous donne des preuves de ça à chaque seconde. Je veux dire, oui, c'est ça. Et puis le fait qu'il se passe quelque chose aux antipodes, ça a des répercussions chez nous, c'est une évidence. Et pour lui, à l'intérieur de l'être humain, c'est la même chose, et à l'intérieur du cosmos, c'est la même chose. Donc ce côté interrelié des choses, moi, ça m'a complètement fasciné, et puis ça me rejoint énormément. Et puis aussi le fait que l'être humain n'a pas tant d'importance que ça, au sens où l'animal, enfin pour lui d'ailleurs, tout est vivant, et le cosmos lui-même est une espèce d'énorme monstre qui respire. Et voilà, comme il le dit, pourquoi le ver de terre serait moins important que nous ? Il participe à la chose, il participe à la vie, il est un élément fondamental de l'équilibre naturel. Nous, on a plutôt tendance à le déséquilibrer, d'ailleurs, cet équilibre. Et voilà, il est antispéciste avant l'heure, ce qui est quand même assez consternant au XVIe siècle. Oui, il nous remet justement comme faisant partie de ce grand tout qui n'est pas l'être humain en dehors comme si on comprenait un peu tout et on sait, nous, on comprend comment que ça marche, mais que plutôt on fait partie on est un règne sur ce grand tout et qui a son rôle à jouer, qu'on peut oublier, en fait. On oublie notre rôle comme être humain, peut-être. Et, dans le fond, quel est le sens de nos vies, quel est le sens de l'évolution, en fait. Et notre responsabilité aussi par rapport aux vivants, c'est énorme actuellement. Comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup d'influence sur tout le monde scientifique, mais aussi culturel de son époque, parce qu'il a beaucoup... il était un peu l'image que je peux avoir, un peu comme l'électron de valence, c'est-à-dire qu'il fait les liens entre tous, en fait, comme dans une molécule où il y a plusieurs atomes, mais ça prend un électron qui fait le contact et qui aide à maintenir un peu tout. Il a essayé, en tout cas. Il a essayé, très effectivement. Très mal reçu parfois, et jusqu'à sa fin, évidemment, qui est tragique. Mais par sa vie, il nous donne un peu un exemple. Tout à fait. C'est un homme de la Renaissance, un exemple justement de cette ouverture qu'il a. On parle de la science, mais cette ouverture qu'il a à la poésie, c'est un grand poète. Son œuvre est traversée par cette compréhension intérieure de la vie, et il l'exprime avec beauté, avec
toute une profondeur dans le verbe aussi, là, qui s'expose dans ces différents textes, tous les poèmes magnifiques qu'il a écrits. Donc, alors, ouvert à l'art, à la science, à la philosophie, à la mystique, c'est un grand... évidemment, c'est une conscience spirituelle d'un haut niveau. C'est un maître de sagesse, en fait, Giordano Bruno. Mais dans cette quête de vie et dans cette quête de s'approcher du divin le plus possible, c'était sa quête, comme un Pythagore ou encore un Plotin, un grand mystique qui se révèle à travers son œuvre et sa vie. Et on parle de ses écrits qu'il a laissés. Je pense, Denis, vous aviez dit que tous ses écrits n'ont pas été traduits, n'est-ce pas? Non, il a écrit, on pense, une quarantaine de livres. Il y en a une bonne trentaine qui nous sont parvenus. Heureusement, parce qu'il a publié un peu partout en Europe à l'occasion de toutes ces pérégrinations là, qu'il a faites donc, dans toute la deuxième partie du XVIe siècle. Et puis, les belles lettres donc, ont traduit les plus grands dialogues, puisqu'il écrit principalement, comme Platon, des dialogues philosophiques. Il a écrit donc une première et seule et unique pièce, en tout cas qu'il considère lui comme du théâtre, c'est Le Chandelier, Canello, qu'il a publié à Paris pour Henri III et qui a été lu d'ailleurs par Élisabeth d'Angleterre par la suite. Et puis donc les 5 gros livres qu'il a écrits en 3 ans, ce qui est assez phénoménal, et publié donc soit à Londres, soit à Paris. C'est cela que les belles lettres ont traduit. Donc dans l'ordre, si je ne me trompe pas, il y a Le Banquet des Cendres, il y a L'Infini, l'Univers et les mondes, du principe de la cause et de l'un, les fameuses fureurs héroïques, et celui que j'aime beaucoup aussi, L'expulsion de la bête triomphante. Quel titre incroyable. Qui est vraiment un dialogue entre les dieux, finalement les dieux païens, on pourrait dire, les dieux de l'Olympe, qui mériterait à lui seul une production théâtrale, c'est une évidence, parce qu'il y a vraiment des discussions à la fois philosophiques et extrêmement concrètes dans ce livre-là, puisqu'il s'agit d'une espèce d'assemblée des dieux, c'est Zeus, qui a assez l'apparence du vieux dieu des chrétiens, si on peut dire, dieu à barbe blanche, qui convoque absolument donc tous les dieux, déesses, demi-dieux qui peuvent traîner dans l'Olympe, et qui leur dit, écoutez, on a été monstrueusement païens finalement, monstrueusement amoraux, immoraux, tous ensemble. Il n'y a aucune raison qu'on ait droit à l'appellation des constellations au-dessus de notre tête. Il faut absolument qu'on change ça. Et donc, on va faire une grosse révolution. On va redescendre tous les noms des planètes, des systèmes solaires, des constellations, etc. Et à la place de nos noms, de Vénus, Mars, etc., on va mettre des vertus. Donc la tempérance, l'intelligence, la sérénité. Il y a une très très grosse discussion très drôle sur l'oisiveté. Et l'oisiveté, qui est très décriée évidemment, la paresse. Non, la paresse c'est pas la même chose que l'oisiveté. Et l'oisiveté se défend en disant mais on a besoin d'être oisif de temps en temps. On a besoin de se ressourcer. C'est vraiment très intéressant, très contemporain aussi je trouve. Et dans notre quête nous de moralité d'une certaine manière, en tout cas d'une éthique, parce que c'est ça aussi qui m'a intéressé chez lui, c'est qu'il a le rêve d'une éthique universelle qui soit partagée par tous, qui parte des vérités de la nature et pas autre chose, rien de construit, mais simplement quelque chose d'intuitif, quelque chose de saisi, on pourrait dire, de l'univers, pour en finir finalement avec les dogmes. Pas forcément avec les religions, parce que comme il dit, toutes les religions se valent, puisque tout est sacré. Donc que chacun a son Dieu, c'est parfait, il n'y a pas de problème avec ça, il a aucun problème, il y a une grande forme de tolérance religieuse finalement chez lui. Simplement, les interdits, les dogmes, les fausses croyances, c'est plus possible. Il faut qu'on avance, il faut qu'on en sorte.
voulait réformer, c'est pour ça qu'il n'a pas été bien accueilli Oui, à cette époque-là. Ben, c'est une réforme, à mon avis, qui reste à faire. Hein, Ouais. À mon avis, ça va encore durer un certain temps, cette histoire. On n'est pas arrivé au bout de nos peines. C'est pour ça qu'il est tellement important de l'entendre. Oui, absolument, c'est ça. C'est pour ça que c'est tellement important, par exemple, à Nouvelle Acropole, que l'on puisse faire connaître l'œuvre de Giordano Bruno et que ça puisse être aussi, ça puisse s'ouvrir sur une philosophie comme un mode de vie, comme on le rencontre ici à l'intérieur de l'école, et qu'on puisse donner un peu disons, d'opportunité, de chance de pouvoir vivre cette dimension, justement, recherche d'éthique et de morale. d'éthique, morale, qui n'est pas moralisatrice, exactement comme le percevait Giordano Bruno, et comme on le rencontre dans la tradition philosophique des grands penseurs, aussi bien d'Orient que d'Occident. On va retrouver ça chez un Confucius, par exemple. C'est Spinoza aussi. C'est un art de vivre, en fait. Un art d'être. Il amène un art d'être, où ce qui est au cœur, c'est l'être humain dans sa capacité de développement, dans sa capacité de croissance, d'éveil de sa conscience pour s'approcher, pour atteindre le divin. Donc, c'est... Qui n'était pas par une forme, selon lui. Ça ne devait pas passer par absolument une religion en particulier. C'était un cheminement, un chemin, une quête. Tout à fait. Intérieure. Oui, mais c'est pour ça qu'il s'est intéressé aussi à tous les mouvements religieux de son époque. Et Dieu sait si l'époque est bouleversée à ce niveau-là. Et je veux dire, on est en pleine guerre de religion, il faut bien le dire. Ouais. C'est aussi quelque chose qui m'a interpellé, évidemment, par rapport à notre 21e siècle, où on est toujours et encore dans certaines guerres de religion monstrueuses. Je ne citerai aucun pays, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça, il a traversé vraiment toute l'Europe qui était à feu et à sang. On ne sait pas comment il s'en est sorti d'ailleurs, parce que le chemin était peu sûr, il faut bien le dire, pour essayer de transmettre quelque chose qui dépasse finalement le débat très, très terre-à-terre entre calvinistes, luthériens, protestants, anglicans, etc., comme il le dit lui-même. Tout ça finalement ne mène pas à grand-chose, si ce n'est à la haine. Si ce n'est à la violence. Division. Et il faut sortir de ça. Il faut vraiment sortir de cette étroitesse d'esprit pour aller vraiment plus haut que c'est moi qui ai raison, c'est mon Dieu qui est à la vérité, etc. Je dirais, il n'y a pas de vérité absolue si ce n'est celle que l'on reçoit de la nature, finalement. Exactement. La nature, comme vous l'avez mentionné, c'est le guide. C'est celle qui nous montre le chemin. C'est qu'on ne sait pas lire. C'est un bel exemple. Je ne me souviens plus de où, de qui, mais c'est comme si on ne savait plus lire la nature, mais les lettres sont là, il y a des mots, mais on ne sait pas les conjuguer, on ne sait pas les articuler. La philosophie nous aide à lire cette nature pour en comprendre l'essence et le message. Giordano est un bel exemple, je pense, en tout cas, dans ce qu'on dit et ce qu'il nous a laissé. Il savait lire et essayait de traduire ou plutôt interpréter cette langue à tout le monde, qui était, j'imagine, difficile à transmettre. Mais il y a eu quand même des personnages, des gens qui ont su capter ce qu'il dit, parce qu'il a laissé des traces, mais je pense que dans les recherches et l'influence qu'il a eue, il nous a laissé plutôt... Il a marqué les gens de son époque, malgré tout. Oui, non seulement de son époque, mais les contemporains. C'est sûr qu'Einstein, il connaissait Giordano Bruno et il appréciait énormément cette volonté, justement, de s'ouvrir aux lois de la nature, qui sont les lois les plus absolues, d'une certaine manière. Les très contemporains aussi, comme Jean-Pierre Luminet, qui est un astrophysicien qui reconnaît beaucoup le travail et l'importance de Giordano Bruno. Il y a aussi Aurélien Barraud, qui est à la fois astrophysicien, un grand défenseur de la nature, un grand écologiste et un très, très brillant orateur. Je ne sais pas si vous le
connaissez, mais il a fait des conférences autour de Giordano Bruno, prenant donc un certain nombre de ces principes pour les illustrer au XXIe siècle, pour essayer de dire, voilà, où est-ce qu'on en est par rapport à ce que lui avait intuitionné. Et encore une fois, il n'était pas loin de ce qu'on connaît ou de ce qu'on connaîtra jamais, parce que tous ces savants savent finalement qu'on connaît très peu de choses et qu'on pourra aller jusqu'à un certain point, mais que nos connaissances sur l'univers et ce qui le constitue demeureront limitées. Il y a cette humilité aussi. Exactement, c'est ce que j'étais pour mentionner aussi, cette humilité qu'on va retrouver chez Giordano Bruno et qui est en fait chez les plus grands, en effet, parce que sur ce chemin de la découverte, de la rencontre avec le sens de la vie, le sens des choses. Alors, on est devant l'infini et on ramasse des coquillages sur le bord de la grève, comme disait Einstein aussi, comme devant cet infini à rencontrer. Et en même temps, c'est ce qui anime à pouvoir continuer de chercher et puis à avoir cette humilité de dire, comme Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais je peux connaître. Et à ce moment-là, il y a l'ouverture, il y a l'humilité pour continuer d'apprendre sans être dans une position de chasse gardée à défendre des théories, des dogmes, etc. Ou alors c'est l'affrontement des idées plutôt que d'être ensemble en train de chercher. Oui. Et puis à ce moment-là, sachant que on n'a pas la vérité, ensemble on peut continuer d'avancer, de réfléchir et puis d'exprimer la plus belle part de la nature humaine qui a cette aspiration à l'humanisme, à la fraternité, à prendre en considération l'autre, la vie, à aimer. Ouais, c'est une très grande inspiration. Pour la pièce que vous avez écrite, vous avez pris un angle, comme vous l'avez dit, ça aurait pu prendre différents angles. Oui. Mais pourquoi celle-là, qui est selon moi intéressante, parce qu'on voit son histoire, d'où elle est venue. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à parler de l'affaire de cette façon-là, en fait? C'est ça, trouver la forme a été compliqué. J'avoue que, au départ, donc, je pars de ce roman extrêmement touffu avec des dizaines de personnages, très shakespeariens. Je fais une adaptation théâtrale et je me dis, de toute manière, j'aurais d'une part jamais les moyens d'avoir autant de comédiens sur scène, comédiens, comédiennes. Et puis, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que c'est cette espèce de grand divertissement de cours, si on peut dire, comme le sont toutes les pièces de Shakespeare, ou c'est autre chose? Et progressivement, en discutant aussi avec mes camarades et collaborateurs, donc le metteur en scène David Gauchard, metteur en scène français, et puis Cédric Dorier qui interprète Giordano jeune dans le spectacle. On a fait plusieurs ateliers ensemble. Je leur ai fait lire, mon Dieu, des centaines et des centaines de pages. Il y a eu un moment où je me suis dit, je vais faire un spectacle documentaire sur Giordano, une espèce de conférence avec intervention justement de spécialistes, d'Aurélien Barraud, de gens comme ça, pour essayer de s'approcher du personnage. Donc je leur ai fait lire plein de choses comme ça. Et puis ils retenaient quelques scènes, quelques bribes. Et finalement, c'était pas encore ça. Et donc, mes camarades, là, avec aussi Laure Hirsig, qui est une franco-suisse dramaturge, ils m'ont tous encouragé à dire, mais va plus proche de toi. Essaie de t'approcher de, effectivement, ce qui te fascine, toi, chez Giordano Bruno. Donc à un moment donné, je me suis dit, je vais faire le prisonnier et son geôlier, puisqu'il a passé cette année dans les prisons de l'Inquisition. Ce sera 2 personnages, ce sera intéressant. Et mon ami David Gauchard m'a dit, non, ça c'est déjà vu, c'est très bourgeois, c'est pas terrible ça. Il faut que tu trouves mieux que ça. Et donc finalement, j'ai décidé de
prendre la parole au nom de Giordano Bruno et donc de faire une espèce de récit de sa vie en me positionnant au-delà donc de la mort, au-delà du 17 février 1600, donc date de son exécution, en me disant c'est un homme qui a absolument traversé les siècles. Pour certaines personnes du 17 février, puisque chaque année on commémore Giordano Bruno donc au Capo dei Fiori à Rome et donc en 2019 j'y étais et j'ai rencontré toutes sortes de personnes extrêmement différentes qui connaissent, on pourrait presque dire, qui croient en la présence de Giordano Bruno. Ce qui est, comme vous disiez, il y a quelque chose de mystique là-dedans vraiment et de mystérieux. Et donc je me dis, voilà, il est omniprésent, il est encore là au XXIe siècle, il va se regarder d'une certaine manière vivre et mourir, il va parler de son destin et il va prendre la parole pour dire aux gens qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, quel est son itinéraire et pourquoi il a finalement accepté d'être brûlé, parce qu'il aurait pu très bien renier ses idées comme l'a fait Galilée et finir sa vie relativement tranquillement dans un couvent dominicain quelque part en Italie. Mais c'est pas son choix, c'est pas ça qu'il a voulu. Ouais, il fait le choix un peu comme Socrate. Oui, absolument. Disant tout à fait clairement que de toute manière, c'est pas lui qui est important, c'est ce qu'il laisse comme écrit. Comme il dit, mes livres, c'est mon corps, mon immortalité. C'est intéressant ce que vous dites, et puis je pense que c'est ça dans votre texte de théâtre sur Giordano Bruno. Mais c'est ça qu'on ressent à l'écoute. Quand on voit la pièce, moi j'ai assisté à la lecture de la pièce, mais aussi quand on lit le texte de théâtre. Et d'aller, quand vous dites, on me conseillait d'aller plus près de moi pour pouvoir donner la parole à Giordano Bruno, je pense que c'est réussi. Hein? On rencontre la parole de Giordano Bruno. Mais comme vous le disiez, comme c'est un philosophe de l'existence, un philosophe de la vie, un philosophe en chair et en os, on peut dire, et c'est ce que nous cherchons chez Nouvelle Acropole, c'est cette comment on dit, prégnance de la philosophie dans la vie. C'est ça aussi que je voulais montrer. Je voulais montrer un homme vivant, un homme de chair et d'os, un homme de passion, vraiment, un homme d'amour aussi, évidemment, un homme plein de contradictions, comme tous les êtres humains, hein, mais un homme qui a vécu, pas juste des idées, justement. Et c'est ça aussi qui m'a interpellé chez lui, c'est qu'il est éminemment charnel. Dans son dernier livre, là, qui s'appelle Des liens, qu'il n'a pas pu finir parce qu'il a été emprisonné et il n'a fait en prison que essayer de se défendre, finalement. Il parle de tous les liens amoureux possibles. Je veux dire, c'est presque un traité d'éducation sexuelle, carrément. Il y a des choses très, très précises là-dedans qui sont vraiment étonnantes pour l'époque. Il n'a pas pu développer, malheureusement, mais c'est ça aussi qui m'a intéressé puis que je trouvais très, très théâtral. Le fait d'incarner un personnage qui est en chair et en os, qui est un personnage qui a vécu, un personnage qui a certainement beaucoup souffert, un personnage qui a traversé vraiment des moments horribles. Je veux dire, quand on entend justement les quelques reporters palestiniens qu'on peut entendre, on se dit, oui, il a vu les mêmes horreurs, je veux dire, parce que c'était la même violence, même violence, la même haine, la même horreur, même si ce n'étaient pas les mêmes armes. La conséquence est la même chose, c'est la souffrance humaine, c'est la mutilation, c'est le viol, c'est tout ça. Et tout ça, on le sent aussi dans son œuvre. C'est pas abstrait. Vraiment, c'est pas théorique. Concret, en effet. C'est ça, c'est que les idées, aussi lumineuses qu'elles sont chez Giordano Bruno, parce qu'il y a des intuitions fulgurantes, encore une fois, c'est toujours le mot qui me vient quand je pense à lui, mais les idées s'incarnent dans la chair. Alors c'est vivant, mais c'est en même temps, c'est la force de l'idée qui transperce et qui amène je pense, ce feu, ce pouvoir, cette puissance qu'avait Giordano Bruno de traverser plus que les obstacles, mais tu sais, toutes les interdits, les barrières qui se levaient contre lui, il les a traversés, il les a transpercés. Et c'est ça aussi qu'il nous donne comme perspective, c'est que l'on peut transpercer ces époques sombres dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, en allant à l'intérieur de soi et en rencontrant aussi
En cherchant la lumière. En cherchant la lumière à l'intérieur de soi et puis en essayant de la rencontrer, en essayant de la vivre. Oui, en la reconnaissant partout à la fois. C'est ça. Dans tout ce qui nous entoure. Exactement. Fidèle à lui jusqu'à la fin. Oui. Juste en tenant tête à comment sa fameuse phrase, là, vous avez plus peur... Ah oui, vous avez sans doute plus peur en émettant ce jugement que moi qui le reçois. Oui, quand il reçoit sa condamnation à mort, en fait, d'être brûlé sur le bûcher. Et je ne crains rien et je ne rétracte rien. Il n'y a rien à rétracter, je ne sais pas ce que j'aurais à rétracter. Non, c'est très, très puissant, on n'a pas idée, parce qu'on peut difficilement s'imaginer. On peut essayer, mais de le vivre vraiment là, devant un tribunal d'où on sait comment ça va terminer et faire face à ça. Et ça serait tellement facile de dire, finalement, non, je me rétracte puis je vais vivre ma vie tranquille. Mais non, de rester fidèle à ses idées qui le dépassent, en fait. Parce qu'il se dissociait déjà un peu de son corps, si on veut. Le corps et la chair, mais c'est l'âme, son esprit, l'âme immortelle, en fait. Oui, il y a un exemple frappant, je dirais, qui est vraiment tout à fait contemporain. Je dirais Alexeï Navalny, qui finalement, je dirais, a failli à plusieurs fois donc, perdre la vie, a décidé de revenir dans son pays, même donc, on pourrait dire entre guillemets erreur, mais même volonté d'être là où il doit être, là où la réforme doit advenir, au péril de sa vie. Et je veux dire, Giordano Bruno, quand il rentrait en Italie, c'est exactement ça aussi. Je veux dire, il savait très bien que l'Inquisition romaine était là derrière, et que éventuellement, il y réchapperait pas. Mais l'important, c'était d'aller là où il devait être, véritablement. Et c'était en Italie, et c'était pour tenter de convaincre le pape de réformer véritablement l'Église, pas juste comme les protestants l'avaient fait. C'est intéressant aussi, ce parallèle. Oui, tout à fait. Et je serais curieux comment a été reçu. Je sais que ça a été joué, entre autres, à la Nuit de la philosophie en Suisse l'année dernière. Oui. Et récemment aussi, je crois, au mois de mars à Lausanne, à Lausanne. Et comment ça a été reçu? Je sais qu'il y avait des jeunes, il y avait des gens de tout âge. Oui, on a fait une représentation exclusivement scolaire avec des jeunes entre 14 et 16 ans. Et on était on avait peur, parce qu'on sait très bien que des salles exclusivement d'élèves, d'étudiants, c'est pas toujours facile à, entre guillemets, maîtriser, si on peut dire. En tout cas, dans l'écoute, c'est pas toujours évident. Ils étaient 149, exactement, et ça n'a pas bougé. Je veux dire, ça a été vraiment une écoute incroyable, avec des réactions évidemment, mais vraiment une écoute de bout en bout, comme une fascination, comme un étonnement. Le fait aussi que dans notre spectacle, il n'y a pas de quatrième mur. On s'adresse véritablement directement au public, et s'il y a même des réactions dans le public, on va intégrer ces réactions. On va réagir, comme Cédric, par exemple, au début, pose une espèce de devinette et met un élément de la devinette et puis demande au public, alors... et puis, quelquefois, ça répond pas. Et quand ça répond, il remercie. Quand ça répond pas, il enchaîne. Moi aussi, quand je pose la question, vous la connaissez, la théorie des sphères, je m'adresse véritablement directement au public. Donc, le fait qu'il se sache, en lien... en connexion permanente, et le fait que nous soyons avec eux, je pense que ça les a interpellés, ça les a étonnés. Puis du coup, comme ils sentaient une forme de dialogue, une forme d'échange, il n'y a pas eu de dispersion. Okay. S'il y avait quelques dispersions, c'était plus pour parler d'eux, c'est-à-dire de ce qui se passait sur scène, plutôt que pour aller ailleurs ou pour ouvrir son cellulaire. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. On a beaucoup regretté de ne pas avoir rencontré ces jeunes-là après la représentation. C'est comme ici, les autobus scolaires, les horaires, les machins, etc. On n'a pas eu le temps de le faire. À Lausanne, on a eu quelques groupes aussi scolaires que j'ai rencontrés qui étaient aussi très, très étonnés par le personnage. Et c'est merveilleux parce que les scientifiques, finalement,
le connaissent presque mieux que les philosophes Oh, ou intéressant. les littéraires. Mhm. Et on a rencontré effectivement des jeunes et qui étaient à l'université de Lausanne, des jeunes scientifiques qui disaient oui, Giordano Bruno, oui, effectivement, l'atomisme, oui, Mhm. effectivement, l'héliocentrisme, l'univers infini, la forme de l'univers, tout ça, oui, ça nous parle. Ah, ouais, c'est intéressant. Ouais. Mais je posais la question parce que je serais curieux de voir les jeunes, parce que ça parle aux jeunes, des fois, cet aspect rebelle et l'aspect Oui, lanceur contre-courant. d'alerte, absolument. Et vouloir changer les choses. Ouais. Et je pense qu'ils n'ont pas beaucoup aussi de références comme celle-là, tu sais, où on a une figure, tu vois, qui s'incarne, Ouais. se tient debout et exprime cet idéal Ouais. aussi d'une vision qui donne lieu à la vie, qui donne lieu à l'aventure humaine, qui donne lieu Mhm. à la quête intérieure. Ça, je pense que les jeunes sont en manque de ça. Il y a beaucoup de textes ou encore de films, de productions qui se font sur le fait qu'ils sont en manque de sens. Oui, oui. Alors, ça, c'est fondamental qu'ils puissent rencontrer que, oui, la pensée peut nous amener loin et la réflexion peut s'exprimer dans l'action et qu'on peut changer le monde ou en fait notre relation au monde. Mhm. Et c'est aussi pas parce qu'il date de 450 ans qu'il n'est pas moderne, qu'il n'est pas contemporain dans son idée. C'est aussi ça qui nous intéressait, puis qu'on avait envie de montrer dans le spectacle. Je veux dire, on est habillés comme eux, quelque part. Je veux dire, il n'y a pas de costume théâtral véritablement. Ouais. Je veux dire, jean noir et puis hoodie noir à capuche. Ouais, et dès qu'on met la capuche, on peut avoir une vision du moine. Mais à la fois, c'est la vision du baume du 21e siècle. Intéressant. Ça aussi, je pense que ça les interpelle et puis ça les rapproche finalement du philosophe. Personnage. Pour la science, ça me fait penser j'écoutais récemment la série Cosmos avec Neil deGrasse, un physicien américain. Et le premier épisode, j'étais surpris, c'est le premier 5 minutes, je pense, il présente Giordano Bruno, qui parle de l'infinité des univers, ils disent carrément, j'étais surpris, c'est quand même de science, on pourrait dire, qui pourrait avoir une tendance matérialiste moderne, mais il le décrivait comme quelqu'un par son imagination, son intuition, a vu l'univers. Donc, j'ai été surpris de voir ça. C'est intéressant. Absolument. Et c'est là où on voit que les scientifiques le connaissent presque mieux que sur le terrain philosophique. Et sur le terrain littéraire, c'est la même chose aussi. Ces poèmes sont très peu connus, alors que c'est des trésors d'expression, de beauté. Il fait beaucoup de travail sur la mémoire aussi. Oui, alors ça c'est important pour lui. Effectivement, il avait très très conscience que, étant donné l'énormité de toutes les découvertes qu'on allait devoir faire pour comprendre un peu mieux le monde, pour comprendre un petit peu la nature, pour comprendre tous les êtres vivants, tout le vivant et le cosmos, il allait falloir véritablement développer nos disques durs. Et à l'époque, le seul disque dur qu'on avait à disposition, c'était notre cerveau, c'était notre mémoire. Donc effectivement, en reprenant des systèmes de Raymond Lull, qui est aussi un moine du XIVe siècle, un phénomène tout à fait particulier et très intéressant, qui avait inventé ce qu'il appelait des roues mnémoniques pour essayer en fait de faire en sorte que la connaissance soit universelle. C'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin véritablement du langage, parce que sachant que le langage, il nous isolait des autres puisqu'on avait tous des langages différents. Donc avec une succession de symboles, de signes, d'images, c'est ça, de lettres et de numéros finalement, en tournant ces roues mnémoniques, on arrivait à s'aligner sur quelque chose qui pouvait être une vérité universelle. Et Giordano Bruno avait trouvé ce système extrêmement brillant et avait tenté de continuer de le développer. Effectivement, toute sa vie, il a écrit
il a fait des travaux, il a écrit des livres de mnémotechnique. Mais comme il dit, la mémoire, c'est la pensée, c'est pas juste technique, au fond. Mettre de l'ordre dans les pensées. C'est ça, c'est absolument... C'est ça, et toutes ces figures géométriques, par exemple, qui expriment justement cette structure d'espace, qui est en lien avec la mémoire pour aller à l'essentiel et qui amène à l'imaginaire aussi. L'imagination qui était l'autre volet, l'autre pôle, qui va beaucoup développer aussi. Les deux sont liés, en fait, mémoire et imagination. Oui, puis Einstein le dit aussi, sans imagination, on n'a pas de science. Parce qu'on est obligé, vraiment, puisqu'on cherche des choses qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, on est obligé d'imaginer quelque chose, d'essayer de le prouver et de l'abandonner si on n'a pas réussi à le prouver. L'imagination, c'est le moteur, en fait. Oui, absolument, c'est ça. Et puis, donc, c'est aussi cette imagination, c'est cette captation d'une image qui est l'intuition, en fait. Et c'est l'intuition qui permet d'aller justement dans ce monde de l'invisible dont parle Giordano Bruno, et qu'il atteint et qu'il tente de rencontrer. Mais justement, Einstein aussi disait, vous avez mentionné par rapport à l'imagination, mais il avait intuitionné sa théorie avant de la prouver mathématiquement. Il savait, il disait que c'était imaginé sur un rayon de lumière, donc je ne sais pas comment il a fait, mais c'est quand même un mystère. C'est un rêve. C'est exactement qu'il a fait. Captation, quelque chose d'essentiel. Le principe de la nature. Et ensuite, pour ce qui est de la pièce, vous allez la représenter au Festival d'Avignon bientôt. Voilà, oui, c'est ça. On part au Festival d'Avignon. On va présenter le spectacle du 29 juin au 20 juillet prochain à l'Espace Saint-Martial à 14h15 exactement. Donc le temps de 19 représentations. On joue tous les jours sauf le dimanche parce que comme l'Espace Saint-Martial est aussi un lieu de culte, eh bien le dimanche, nous ne sommes pas présents. C'est d'autres publics qui se présentent finalement. C'est toute une aventure parce que c'est vraiment une grosse foire au théâtre à Avignon. Et on espère, disons, que tous les diffuseurs français finalement font leur marché à Avignon pour les saisons futures. Et on espère donc que certains diffuseurs français pourront accueillir le spectacle dans une saison future, en 25, 26, 26, 27. Et même peut-être des Québécois, parce que je sais qu'il y a un certain nombre de diffuseurs québécois qui viennent aussi à Avignon, de sorte que celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'entendre la lecture que vous avez entendue, peut-être pourront voir le spectacle. Et peut-être qu'on vous réentendra aussi à Montréal. Alors oui, on l'espère. Je continue à chercher effectivement une voie d'accès vers le théâtre à Montréal, vers les universités aussi, me disant que peut-être ce serait intéressant que finalement je propose le projet aux universités. Comme scientifique et philosophe. Oui, c'est ça. Je suis persuadé effectivement qu'il y a de beaux débats qui pourraient être ouverts justement entre les scientifiques, les littéraires et les philosophes. Nous, on serait heureux de vous accueillir ici à Nouvelle-Acropole. Oui, c'est sûr qu'on va se reparler pour ça, parce que pour organiser un événement ou quelque chose. Et aussi pour inviter les gens de Montréal, parce qu'on a tous... je pense que tout le monde gagnerait à le connaître et à connaître son travail et puis s'ouvrir sur ça, sur le mystère, en fait, et la quête philosophique, en fait. Mon désir, c'était de le rendre accessible sans être réducteur par rapport à son œuvre et sa pensée, ce qui est toujours assez complexe, mais c'est ce à quoi je m'attelle justement en parlant philosophie au théâtre, et je pense que je n'ai pas fini d'ailleurs. Oui. Et vous avez je fais une petite parenthèse, mais parce qu'on avait discuté au préalable, vous aviez d'autres projets en cours. C'est plus la ligne. Je sais que vous êtes un peu en quête
d'aller à l'origine on a parlé de Pythagore, de Oui, la c'est science ça. du Oui, Japon. en fait, je me suis aperçu que éventuellement, je pouvais faire comme les saumons, c'est-à-dire remonter le courant. J'ai commencé par Henry David Thoreau, qui est 19e siècle. Ouais. Donc, notre ami Giordano Bruno, qui est du 16e siècle. Je me dis, je vais continuer à remonter le temps. Et puis, je vais aller jusqu'au 5e siècle, 6e siècle avant Jésus-Christ. Je vais aller m'intéresser à Pythagore. Je sais qu'il vous intéresse beaucoup aussi. Ouais. Lui aussi a eu toute une vie mouvementée. Le problème, c'est qu'on connaît encore moins sa vie parce que finalement, c'est à travers les autres et quelquefois un petit peu comme Jésus, n'est-ce pas? C'est souvent très longtemps ou longtemps après que la personne ait existé qu'on a parlé de sa vie et de son cheminement. Donc, c'est complexe. Je n'ai pas encore trouvé le roman qui me donne le déclic, mais oui, je m'intéresse beaucoup à Pythagore et je me dis que ce serait une belle idée de le faire revivre lui aussi, puisqu'on ne le connaît que par le fameux théorème mathématique. Les vers dorés. Les vers dorés, oui. Il était poète. Un grand poète aussi. Mais c'est ça, il y a une filiation. Oui, il y a quelque chose. C'est certain. Ça m'intéresse en tout cas. Et pour finir, en fait, peut-être chacun un mot de la fin, peut-être pour Céline d'abord, peut-être est-ce que tu aurais un petit mot quelle inspiration que de prendre ce temps d'ouvrir les livres de Giordano Bruno, de parler de Giordano Bruno, qu'il soit mis en scène par vous, M. Lavalou, et qu'on puisse continuer de rencontrer ces enseignements philosophiques. On est choyés dans notre école de philosophie à Nouvelle Acropole de pouvoir rencontrer ces enseignements à travers les cycles de cours, de pouvoir commémorer son œuvre chaque année, le 17 février, un peu partout à travers le monde. Nouvelle Acropole ouvre des espaces en commémorant Giordano Bruno, que ce soit des parcs à son nom, des statuaires qui sont dressés dans les différentes villes. Ouais. La liberté de penser est fondamentale, la dignité humaine est ce qui est porteur de notre avenir. Aujourd'hui, les temps sont sombres, un peu comme les temps que Giordano Bruno a traversés, comme vous l'avez dit, Monsieur Lavalou. Et je pense que c'est fondamental qu'on retrouve les grands exemples de penseurs qui nous permettent de traverser ces temps et de créer quelque chose de différent, un monde plus humain. Au moins rêver, l'incarner, le vivre concrètement, comme il le fait lui-même de son vivant, en fait. Oui. On a besoin d'exemples. Effectivement, on a besoin de s'inspirer en temps difficile, appelons-le. Et bon, ça pourrait être pire, on pourrait dire, mais n'attendons pas que ça empire et essayons d'élever les choses. Et pour vous, Denis, est-ce qu'il y a le petit mot de la fin, peut-être? Moi, je dirais simplement que d'abord, c'est grâce à Giordano Bruno que finalement j'ai connu l'Acropole et ça m'a réjoui de savoir qu'effectivement cette organisation mondiale était porteuse de ce projet philosophique et de philosophie pratique, de philosophie accessible aussi, d'ouverture d'esprit. Ça m'a tout à fait enthousiasmé. Quelque chose aussi qui m'importe beaucoup dans mon travail théâtral, on a souvent considéré les arts, d'une manière générale, en temps de crise, comme des choses pas forcément fondamentales, pas forcément essentielles, pas forcément nécessaires. On a vu aussi pendant la Covid, c'était assez étrange que tout le monde s'est mis à faire des podcasts, tout le monde s'est mis à faire des vidéos, et puis on se dit, est-ce que c'est suffisant pour nous nourrir? Et moi, je suis persuadé que et la littérature et le théâtre, surtout le théâtre qui est vraiment le dernier lieu où on se rencontre concrètement, où on n'est pas dans un monde virtuel. Même si certaines mises en scène d'aujourd'hui aussi tentent d'aller tendent vers là. Mais voilà, cette rencontre, pour moi, elle m'apparaît fondamentale. Et puis,
du coup, dans mon choix de texte, dans mon choix d'écriture aussi, puisque j'écris de plus en plus, je crois que c'est essentiel d'aller vers quelque chose qui fait sens et de questionner, d'interpeller, d'ouvrir des discussions. Je veux dire, j'assène absolument aucune vérité. Et Giordano, même s'il avait certaines certitudes, si on peut dire, et tentait de les transmettre, était prêt au dialogue, prêt à travailler. Oui. Je veux dire, comme il dit, la contradiction dans l'argumentation ne peut que déboucher sur des idées nouvelles. Donc c'est ça, c'est ce dialogue finalement qui m'importe et que je peux effectivement encore miraculeusement avoir dans les salles de théâtre avec des publics les plus diverses. Ben merci. À mon tour de vous remercier les deux d'avoir participé à cet entretien, en fait, que je trouvais intéressant. Depuis un certain temps, on s'était parlé, on avait été à la présentation. Et donc, je pense que c'est à maintenir. Donc, il faut réunir les lumières, je pense, Oui. au niveau où on peut, partout dans le monde, qui essaie de changer les choses et d'amener plutôt d'éclairer l'obscurité dans laquelle on est, par l'exemple, par notre propre vécu, en fait. Donc, et par nos créations, comme dans la pièce de Giordano. Et même chose comme école de philosophie. C'est ce qu'on essaie de faire partout dans les 60 pays, ou de rendre accessibles les grands penseurs, les grands philosophes, pour un peu vivre à leur image. Donc, mais encore une fois, merci. Et puis, Merci. Merci à toi, Michel. Merci. On se reparle bientôt. Absolument.